La durée des travaux ne devrait pas excéder 18 mois. Culture, retour sur les dernières heures de la Biennale de Dakar avec l'exposition du concept Djoko qui a gratifié le public d'un spectacle riche en images et en couleurs. À Saint-Louis, ce sont les faces cachées d'un génie tutélaire des eaux, Mamkoumba Bang, qui ont été représentées en 32 tableaux, éléments à suivre dans ce 20h. Et puis en sport, Dakar a renoué avec son meeting international d'athlétisme. Le Sénégalais Ahmad Diouf s'est illustré en remportant l'or au saut en longueur avec un bond de 7,32 m. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sa disparition donc a tenu en haleine la population ces derniers jours. Bébé Aïda, enlevé par une dame depuis 5 jours, a été donc retrouvée saine et sauve. La ravisseuse se retrouve actuellement entre les mains de la gendarmerie. Reportage signé sur place à Habib Faye et Ismaël Afal. Le commissariat de Pikine pris d'assaut par les populations, elles sont venues apporter main forte à Saliou Diagne, plus connu sous le pseudonyme Zalmeke. Ce dernier vient de retrouver sa fille après 5 jours de disparition suite à un enlèvement. Le papa de bébé Aïda pousse un ouf de soulagement. Nous tous sommes ensemble. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'attendre jusqu'à demain, dimanche, pour en reparler. Là, ce que je peux dire, je suis très satisfait de toute la population sénégalaise, particulièrement celle pikinoise. C'est notre fille et nous l'aimons énormément. Nous sommes très émus de la revoir. Je ne peux même pas parler. Imaginez, 5 jours que nous étions à sa recherche, sans boire, sans dormir ni manger. Suite à un gigantesque travail des limiers de Pikine, Aïda retrouve ses parents et les Pikinois exigent justice pour la petite. Nous avons tout fait pour retrouver cette petite fille. Nous sommes allés à la police, ils nous ont dit de retourner à la maison, ils vont faire le nécessaire. Que justice fasse son travail. Nous dégageons la thèse qu'elle est parentée à bébé Aïda. Faut dire bravo à la police de Pikine. Les éléments ont fait le nécessaire pour retrouver bébé Aïda. Chaque jour que Dieu fait, nous prions Allah pour que bébé Aïda puisse retrouver ses parents. C'est vraiment dur. Ces derniers jours, en regardant mon enfant, toute ma pensée tournait vers la maman de bébé Aïda. Et aussitôt, j'ai eu peur. Maintenant, les autorités doivent prendre les choses en main pour éradiquer ce fléau du pays. Cependant, l'heure d'ériger à Pikine un commissariat central a sonné, disent-ils. Parce que le mel Pikine. Stop, ça suffit, c'est tout ce que je peux dire. C'est l'appel que je lance. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Pikine, il faudra ériger un commissariat central. C'est ce que la population veut. L'arrestation s'est déroulée à Pikine Ikotaf dans un appartement où la femme enfermait bébé Aïda Diagne pour écarter tout soupçon. Malheureusement pour elle, une de ses colocataires l'a vue et l'a dénoncé à la police. Actuellement, elle se trouve derrière les barreaux avant d'être présentée au procureur. C'est l'image du jour. L'inspecteur de police qui a diligenté l'enquête et qui a permis donc de retrouver bébé Aïda, interpellé sa ravisseuse, portée en triomphe par une foule. Les faits donc se sont déroulés au commissariat de Pikine. Direction Tivaouane à présent avec la construction et l'équipement d'un nouvel hôpital de niveau 3 d'une capacité de 300 lits. Le chef de l'État Macky Sall a procédé au lancement des travaux. C'était en présence donc de toute la famille ici de Tivaouane. 46 milliards de francs CFA, c'est le financement donc du projet. Une réalisation clé en main. 18 mois, c'est le délai d'exécution des travaux. Reportage signé dans un spécial sur place à Tivaouane. Charente Diop essaye la tire. C'est sous un soleil de plomb que les populations de Tivaouane ou encore Taïba Ndiaye, Pire, Ngaye Mékhé et villages environnants ont accueilli le chef de l'État pour la pose de la première pierre, la construction d'un nouvel hôpital de niveau 3. Cet hôpital arrive à point nommé et va soulager les habitants de Tivaouane et plusieurs localités du Cayor. Le président a magnifié l'action. Nous continuons le travail de construction d'infrastructures sanitaires de haut niveau à travers le pays. Nous restons dans le temps de l'action.
le temps de l'équité territoriale et de la justice sociale. Sur une assiette foncière de la commune de Tivaouane qui fait face à Aïnoumadi, l'hôpital sera construit et entièrement financé par l'État du Sénégal en partenariat avec le Fonds 6 et l'Ellipse. Sur ce site sera érigé un centre hospitalier de niveau 3 d'une capacité de 300 lits pour un budget de 46 milliards de francs CFA. Cet hôpital disposera de tous les services médicaux, chirurgicaux et d'aide au diagnostic, le tout normes internationales. Il sera donc réceptionné en décembre 2023, s'il plaît à Dieu. Cet hôpital, en discussion tout à l'heure avec le Khalife général, portera le nom Seydi El Hadji Malick Sy. Donc il sera hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Pour la réalisation de cette infrastructure de dernière génération, la famille Sy de Tivaouane s'en réjouit. Au nom du Khalife général des Tidianes, nous magnifions ce geste. C'est ça l'émergence. Tout Tivaouane est content. Avec la construction de cet hôpital, c'est un nouveau jour qui se lève à Tivaouane, capitale de la Tidjania. Et puis la rédaction, à l'occasion de ce centenaire, retrace l'itinéraire d'un homme savamment intelligent qui a fait le tour du monde à la quête du savoir jusqu'à son retour à Tivaouane où il organisa le premier Gamou. C'était en 1902 à Mamadou Moustapha Ndiaye. Fils de Sokhna Fawa Dewele et de Mam Ousmane Sy, Seydi El Hadji Malick naquit le 25 février 1855 à Gaya, près de Dagana, dans le Waalo. Il débuta ses études coraniques à Gaya avec son homonyme Thierno Malick Sow et son oncle Alpha Mayoro Wele. Ensuite, à l'âge de 8 ans, il se rendit au Jolof pour poursuivre sa formation coranique avec son oncle paternel Amadou Sy. Puis il partit au Fouta en 1873 accompagné de Thierno Ngandjka. Seydi El Hadji Malick se rendit en Mauritanie puis s'installa à Saint-Louis en 1884. Ensuite, il s'établit à Louga et à Pire avant de s'installer définitivement à Tivaouane en 1900. Cette longue recherche du savoir lui a permis d'acquérir des connaissances dans divers domaines: théologie, mathématiques, droit islamique, grammaire, fiqh, maths, astronomie, etc. Une fois à Tivaouane, il s'activa à la célébration du Maulid en 1902. En 1904, il y construit une mosquée. La propagande de El Hadji Malick était surtout orientée vers l'éducation et la formation des masses, une façon de contrecarrer les actions de l'administration coloniale. Il a écrit plusieurs ouvrages dont le Khilafuzab. El Hadji Malick est rappelé à Dieu le 27 juin 1922 à Tivaouane où il fut inhumé. Puis nous restons à Tivaouane, c'est pour revenir sur le chef de l'État qui est revenu sur ses relations justement avec le Khalife général des Tidianes, non sans revenir sur sa fameuse phrase sur les marabouts qui à l'époque avait fait polémique au lendemain de sa première élection à la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter, des propos traduits par Chérif Dia. En 2012, des politiciens m'avaient attribué des propos que je n'avais jamais tenus, selon lesquels j'avais traité les chefs religieux de simples citoyens. Je sais que je n'avais jamais tenu de tels propos. J'avais juste déclaré que les chefs religieux étaient des citoyens, ce qui est vrai, puisqu'ils sont des Sénégalais. À l'époque, la polémique avait enflé. J'hésitais même à venir à Tivaouane. C'est Serigne Babacar Sy Mansour qui m'a demandé de venir dans la ville sainte, puisque lui, c'est un homme de vérité. Quand il m'a reçu, il a réitéré mes propos, ce qui mit fin à la polémique. Justement, parlons politique avec l'opposition qui interprète mal la loi concernant les interdictions de marche. C'est du moins la conviction de Maître Ousmane Sey, l'avocat et coordonnateur du comité électoral de Grand Yoff pour la coalition Benno Bokk Yakaar, estime que la Constitution parle de droit de manifester, mais qui est garanti par l'État. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Je vais vous rappeler les dispositions de la Constitution. L'article 6 ou 7 de la Constitution prévoit le principe de la manifestation.
mais dit il n'y a pas une liberté de manifestation. La Constitution ne parle pas de liberté de manifester. Il parle d'un droit de manifester. Il dit l'État garantit le droit de manifester. Il n'a pas dit que tout le monde a la liberté de manifester. Il dit que l'État garantit la liberté de manifester sous réserve du respect de la loi. C'est ce que dit la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la loi qui met en œuvre les dispositions de la Constitution. Et c'est la loi 78-02 du 9 décembre 1978 qui organise, non pas la manifestation d'ailleurs, parce que cette loi organise les réunions privées et publiques. Et que dit cette loi? C'est une déclaration pour faire une réunion publique, un rassemblement, une manifestation. Mais les déclarants, ceux qui déclarent la manifestation, sont tenus pour responsables de tout ce qui pourrait arriver lors de cette manifestation. Aujourd'hui, si on organise une marche, surtout si on organise une marche interdite, les blessés, les morts, les dégâts matériels, ce sont les déclarants qui sont responsables. J'entends souvent l'opposition dire « Oui, c'est le régime qui est responsable des morts ». Mais l'opposition, le pouvoir n'a jamais déclaré une marche. Puis les femmes subissent les conséquences économiques de l'embargo sur le Mali et la situation est devenue insupportable. C'est le cri du cœur du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO et le consortium des femmes leaders du Mali. Ces dernières, venues demander en soutien au peuple sénégalais, au président Macky Sall, invitent les autorités à trouver au plus vite des solutions à cette crise. Le réseau en a profité pour exprimer ses inquiétudes face à la situation tendue entre le pouvoir et l'opposition au Sénégal. Alassane Ba Ahmadouba. C'est une situation insupportable que vivent les populations du Mali. Le consortium des femmes leaders de ce pays frère se dit très inquiet, raison de ce déplacement à Dakar pour demander un soutien. Les femmes sont les plus impactées par cette crise. Nous sommes impactés, les femmes, parce que nous avons, nous, au niveau du RESPECO, un projet sur le corridor Dakar-Bamako. Et nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui gagnent leur vie sur le plan économique, mais compte tenu également des relations qui existent séculaires entre le Sénégal et le Mali. Beaucoup de femmes sont dans le secteur informel. Elles faisaient le petit commerce entre Dakar et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Abidjan et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Lomé, etc., etc. Aujourd'hui, des familles croulent sous le poids de la faim et de la soif. Nous sommes venus dire au peuple sénégalais de nous accompagner. La présidente de cette organisation, membre de la société civile malienne, est convaincue que les sanctions contre le Mali ne vont jamais régler le problème. Je pense qu'il est grand temps que les Africains comprennent que ce pays-là, ce continent-là, nous devons le développer davantage et nous départir de tout ce qui peut nous diviser. Les sanctions ne règlent pas le problème du Mali. On peut continuer. Des gens vont mourir encore. Des gens vont vivre dans la plus grande indignité. Mais on ne pourra jamais enlever ce patriotisme qui nous anime aujourd'hui. Cette rencontre est aussi l'occasion pour le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO de se prononcer sur l'actualité politique du Sénégal. Diago Ndiaye et ses camarades ne sont pas rassurés. D'ailleurs, elles comptent se retrouver prochainement pour réfléchir sur la démarche à adopter pour aller vers des élections apaisées. Nous comptons nous retrouver après cette réunion pour échanger autour d'une journée de dialogue parce que nous savons aussi que le moment est crucial et il faut prendre les taureaux par les cornes, prendre les devants avant qu'on n'arrive à ce qui se passe au Mali. Le REPS-FECO invite le chef de l'État Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, à recevoir cette délégation venue du Mali. L'objectif est de le pays à sortir de cette situation jugée très difficile. Nous allons à Diourbel à présent. 216 000 moustiquaires imprégnés seront distribués à la population du département, ce qui couvre plus de 80% des besoins dans un département où la maladie connaît une baisse ces 4 dernières années. Dr Moussa Ndiaye, médecin-chef district sanitaire de Diourbel, l'a dit. C'était en marge de la cérémonie de lancement de la campagne de distribution des moustiquaires à Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye.
à la population du département de Diourbel pas moins de 216 000 moustiquaires. Des moustiquaires qui, nous l'espérons, vont permettre de réduire en tout cas l'incidence du paludisme dans le département. Sont distribués. Déjà, ça va nous permettre d'avoir une couverture, c'est-à-dire une disponibilité des moustiquaires chez plus de 95% de la population du département. Et si ces moustiquaires sont utilisés, ça va permettre également d'avoir une bonne protection de cette population, ce qui, au bout, va nous permettre l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui avaient des moustiquaires et qui n'utilisaient pas ou qui l'utilisaient à d'autres fins. Raison pour laquelle on avait mis l'accent sur la communication, la sensibilisation, pour vraiment amener la population à une utilisation effective de ces moustiquaires. Globalement, dans le district de Diourbel, le paludisme suit une courbe descendante. Même si on prend la région, l'année dernière, on a noté une hausse par rapport à 2020. Mais si on se limite juste au niveau du département de Diourbel quand même, depuis 4 ans, on est sur une courbe descendante. Sécurité en mer. Des pêcheurs de Mbour viennent de recevoir des pirogues à fibres de verre de la part de la CIRN pour intervenir en cas d'accident en mer. Ils dénoncent la rareté des poissons et les licences de pêche. Ils en ont profité bien sûr, une occasion pour le directeur général de la CIRN de les inviter eux aussi à la préservation de la ressource. Salou Samb d'ajouter que l'État entend protéger la mer. Explication dans cet élément signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Une pirogue à fibre de verre avec un matériel octroyé aux pêcheurs de Mbour par la Société des infrastructures de réparation navale. Elle va permettre d'intervenir en mer en cas d'accident et de recherche de pêcheurs aux pirogues portées disparues. C'est normal qu'on vienne en aide parce que vous avez pris vos responsabilités d'assurer la sécurité de la mer de Mbalinga à Ngaparo. Aujourd'hui, vous intervenez partout, vous aidez les pirogues ou même les personnes qui ont des problèmes en mer. Donc l'État a l'obligation de vous aider. C'est une recommandation du chef de l'État. Le directeur général de la CIRN invite aussi les acteurs de la pêche à la préservation des ressources avant d'ajouter que l'État fera de son mieux pour protéger la mer. Nous pêcheurs, nous devons changer nos comportements. Ça, c'est la première des choses à faire. Après, l'État viendra en appui, mais d'abord, on doit revoir notre manière de pêcher. Les pêcheurs mbourois se réjouissent de cette action de la CIRN. Ils ajoutent que les pirogues à fibre de verre garantissent une certaine sécurité en mer. Vous savez, le Sénégalais a toujours peur du changement, mais nous, acteurs de la pêche, nous savons que ces pirogues à fibre de verre sont plus économiques et il y a beaucoup plus de sécurité. Ces pêcheurs mbourois n'ont pas aussi oublié d'évoquer la rareté des poissons et de dénoncer les licences de pêche. Parlons de la Tabaski à présent, c'est dans quelques semaines avec ses inquiétudes sur la disponibilité du mouton. Plutôt, les postes de Bakel, Balo, Diawara, Moudiri et Moussala vont faciliter l'importation des moutons pour cette année où la fermeture des frontières du Mali freine le secteur à Kidira. Constat dans ce reportage signé Moussa Omar Gueye. Pas l'ombre d'un mouton à Kidira, la ville frontalière du Mali. Mais pour les portes d'entrée de Balou, Bakel, Diawara et Moudiri, ces portes laissent pénétrer des petits ruminants pour alimenter le marché local en moutons tabaski. Beaucoup plus loin, à Moussala, dans la région de Kidira, pour échanger sur l'élevage en général. Il y a un certain nombre de points qui ont été ciblés relatifs à l'aliment de bétail, relatifs au financement stable et autres questions qui concernent directement ou indirectement le secteur de l'élevage. Nous n'avons fait qu'enregistrer en fait cette difficulté, en tout cas répertoriée par les transporteurs, et nous allons en tout cas en discuter avec nos collègues de transport pour voir en tout cas dans le cadre d'une bonne ambiance, dans le cadre en tout cas des relations qui doivent exister entre nos différents pays, de voir dans quelle mesure on peut trouver une solution structurelle à ce problème-là, surtout qu'il s'agit simplement d'un problème ponctuel lié en tout cas à la permettre à ce que l'élevage du Sénégal soit dans une trajectoire qui va lui permettre de façon durable de contribuer significativement
à notre économie nationale. Malgré la cherté des prix pour l'aliment de bétail et la fermeture des frontières du Mali, l'espoir est permis. Selon le ministre de l'Élevage, il n'y aura pas de pénurie de moutons pour la Tabaski. Parlons culture à présent avec la Biennale de Dakar qui s'est achevée il y a quelques jours. Le réseau regroupant des plasticiens a tenu à marquer cet événement. Ces artistes ont organisé une exposition d'œuvres d'art sous le concept Djoko. Plus de 20 plasticiens pour gratifier le public d'un spectacle riche en images et en couleurs. Un reportage signé Ibou Diouf et Ahmadouba. Ils sont artistes plasticiens diplômés de l'École nationale des arts. Ils s'investissent tous dans un même collectif, le réseau d'artistes sortant de l'École nationale des arts et la Biennale de Dakar est pour eux une bonne occasion pour exposer tout ce savoir-faire. Alors l'exposition Djoko est une exposition collective qui regroupe près de 20 artistes sortant de l'École nationale des arts. Plus d'une vingtaine d'œuvres d'art, des artistes jeunes mais très engagés. Donc l'exposition est à l'occasion de la Biennale et les artistes ont travaillé sur différents thèmes, chacun selon sa sensibilité du moment et selon son vécu, selon ses préoccupations. Le rendez-vous de la Biennale est une bonne vitrine pour tous ces artistes qui veulent montrer leur savoir-faire. Parce que le but de ce collectif, c'est de ne pas se limiter à la Biennale, mais de tenir d'autres expositions à Dakar et pourquoi pas dans d'autres régions. De pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'opportunité de nous exprimer à travers des expositions. L'exposition Djoko, c'est pour communiquer, mais cette fois, c'est pour échanger autour de l'art, une initiative de 20 artistes, tous diplômés de l'École nationale des arts. À Saint-Louis, l'artiste plasticien Amadou Mokhtar Lidi Masta, en collaboration avec la galeriste de Kiambouri, Madame Thérèse Turpin-Diatta, a réussi la prouesse donc de faire découvrir aux Saint-Louisiens les faces cachées de Mam Kombabang, génie tutélaire des eaux, légende vivante de Saint-Louis. Il a présenté 32 tableaux axés sur la vie et le comportement mystique de Mam Kombabang, une manière pour l'artiste de montrer les valeurs de la culture saint-louisienne. Le voici au micro de Seynou Diop et Habib Sek. C'est une sorte d'expression donnant renseignement à nos cultures et valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai profité de ces thématiques pour montrer un tout petit peu la richesse de la culture saint-louisienne. Donc j'ai touché aux croyances, aux réalités africaines, parce qu'on a beau avoir un style plastique moderne, mais on se veut toujours d'avoir des thématiques qui sont ancrées dans nos valeurs africaines, parce que l'art, c'est un moyen de donner à l'Afrique une place dans ce monde. Ouais, c'est comme je dis, Mam Kombabang, c'est une légende, c'est une réalité qui existe, une réalité qu'on entretient à travers des actions, à travers des rituels, à travers des offrandes. Donc c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. C'est une représentation d'un monde invisible, c'est un dessin de la... Le sport à présent, athlétisme d'abord avec le meeting international de Dakar qui a vécu ce samedi à Diamniadio après 7 années d'arrêt. Pas moins de 80 athlètes dont 39 Sénégalais ont participé à cet événement. Parmi eux, Ahmad Faye qui a remporté l'or en longueur avec un saut de 7,32 m. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions plus en détail. Football à présent avec des finales de la Coupe du Sénégal chez les petites catégories. D'abord chez les cadets, c'est Génération Foot qui bat Oslo sur le score de 3-0. Chez les juniors également, Génération Foot qui mène donc 3-0 en ce moment. Donc Génération Foot bien parti pour faire un doublé chez les seniors. Donc sur le Casa Sport, champion de la Ligue 1, qui part favori de cette finale de la Coupe du Sénégal devant Étoile Lusitana, qui a toutefois de nombreuses équipes professionnelles, qui a éliminé plutôt de nombreuses équipes professionnelles dans cette compétition. C'est du moins l'avis du directeur de publication du quotidien sportif Record, Hubert Mbengue, qui ajoute que le club de Ziguinchor devra faire le jeu. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cher Sali Boudiara.
Ce sera une très belle finale. Les deux équipes sont réputées très joueuses. Elles ne vont pas fermer le jeu. Bon, maintenant, il reste qu'il y a deux divisions de différence entre les deux équipes. Le Casa Sport évoluant en Ligue 1, étant même champion en titre et qui vise le doublé. En face, il y a Étoile du Gitana, qui est 7e de National de sa poule en National 1. Donc, on dira a priori que peut-être les forces sont inégales et vont en faveur du Casa Sport. Le Casa Sport va faire le jeu et Étoile du Gitana va certainement attendre pour profiter peut-être d'éventuelles erreurs de l'adversaire. Le temps jouera en faveur de Étoile du Gitana, évidemment. Il ne faut pas oublier que Étoile du Gitana, quand même, jusque-là, n'a sorti que des équipes professionnelles, c'est-à-dire des équipes de la Ligue Pro. On peut citer le GFC, le CNEPS, la Linguère, ou encore Oslo et TSFC, qui évoluent en Ligue 2. C'est une finale, comme on dit d'habitude. Elle se joue pas, elle se gagne. Et donc, toutes les deux équipes joueront évidemment pour gagner cette coupe-là. Donc une finale à suivre demain dimanche au stade Lat Dior de Thiès pour service rendu au sport sénégalais. Une dizaine de personnes célébrées par la Fondation Sénégal, reconnaissant parmi ces personnes plutôt le ministre des Sports Matar Ba, qui estime que la distinction est une source de motivation. Cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. Une fois n'est pas coutume, au Sénégal, des personnalités sont honorées de leur vivant. C'est l'œuvre de la Fondation Sénégal Reconnaissant qui célèbre une dizaine de personnes pour service rendu au sport et à la nation. L'objectif pour nous, c'est d'offrir un exemple des Sénégalais méritants qui ont fait quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'encore une fois, je suis de plus en plus convaincu que les Sénégalais qui ne sont pas sur le bon chemin, c'est une infime minorité. Nous l'avons réussi parce que le Sénégal en miniature est aujourd'hui représenté. Vous avez tous les sportifs, pas le football seulement. Et je suis heureux que Matar Ba, qui était surnommé le ministre de la lutte, ministre Lambadji, qu'il soit le premier ministre à avoir amené la Coupe d'Afrique de football. Les personnalités distinguées, mine réjouies, prennent cet honneur comme source de motivation et d'émulation. Je pense que c'est au-delà de ma personne, c'est la corporation qui a été distinguée. Comme vous le savez, l'arbitrage, c'est une équipe. Qu'on n'oubliera jamais cet instant. Il y a un instant qui montre ce qu'on a fait, mais aussi c'est un instant qui nous pousse à faire mieux et plus. Ces vertus qui animent cette fondation, surtout les responsables, qui veulent s'oublier pour mettre en exergue ceux qui se sont mis au service de la nation. Ce sont ces exemples qui méritent d'être vendus au peuple sénégalais. Ce n'est pas autre chose. On n'a distingué personne parce qu'il a travaillé pour sa propre personne. Tous ceux qui ont reçu des distinctions, ils ont été au service de la nation. Donc, il n'y a pas d'autre combat qui mérite d'être engagé. Le temps d'une soirée, le monde sportif sénégalais s'est retrouvé dans une ambiance conviviale et festive. Le 12e Gaïndé et Alain Casa rivalisant d'ardeur pour égayer l'assistance. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.